Bonjour à tous et bonjour Laurence Piot, Bonjour. directrice de la rédaction de Closer. La question est toute simple. Vous êtes à l'origine, bien sûr, tout le monde le sait maintenant, de l'affaire Gaillet-Hollande. Est-ce qu'il y a un avant et après l'affaire Gaillet-Hollande? Qu'est-ce qui a changé et quels enseignements vous tirez de cette couverture aujourd'hui? À tête reposée et à froid, oui. Oui, à froid, parce que ça fait quand même quasiment presque 2 mois qu'on a sorti cette histoire, et c'est vrai qu'on en parle encore beaucoup, on a encore beaucoup de demandes d'interviews à la rédac. Je pense que ça a fait du bien à Closer et à la presse People aussi, d'une façon générale, c'est-à-dire, et à la presse tout court, hein, parce que ça a aussi dopé un peu les ventes de tout le monde, mais en termes de crédibilité, ça a montré, s'il fallait encore le montrer, que la presse People sortait des choses un peu... quand même un peu touchy, et que c'est une presse qui va au bout des choses, qui a l'habitude de prendre des coups et qui a pris ces risques-là. Il y a un groupe derrière qui a aussi donné un go très vite. Et je pense, voilà, en termes de crédibilité de la presse People, c'est une très bonne chose. Mais vous diriez qu'il y a un après et avant Hollande, ou est-ce que cette affaire-là, finalement, n'est qu'une de plus à travers une multitude, si on remontait aux années Sarkozy, Bruni et autres? Je pense qu'on est dans la lignée. À Closer, on est toujours allé sur un terrain un peu politique, on a toujours traité ce genre d'histoire. On est dans la lignée du grand tournant qui a eu lieu en 2007-2008. On a assisté à ces années extraordinaires où les uns et les autres, on a atteint des niveaux de diffusion d'ailleurs qui n'étaient pas des niveaux de diffusion ordinaires, avec ce formidable feuilleton à la tête de l'État, le divorce de Nicolas Sarkozy, l'arrivée de Carla Bruni, la rupture également de Ségolène Royal et de François Hollande, et puis ce grand déballage sur la place publique qui avait lieu. Donc on a senti à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui prenait, et puis on a continué à sortir ces histoires à travers l'arrivée de Valérie Trierweiler, la rupture du DSK Anne Sinclair. Donc on est dans la continuité de ce qu'on a toujours fait, même si c'est probablement, je pense, le plus gros coup du magazine. Oui, en termes de vente d'ailleurs, si on prend toute la liste des unes que vous avez évoquées, quel était le plus gros chiffre de vente de toute l'histoire du magazine, sur le terrain de la politique précisément? C'était quoi? Alors on a fait un très gros chiffre de vente à l'été 2007 sur les premières photos de Valérie Trierweiler et François Hollande sur une plage au Maroc, mais c'était 2007, donc c'était une autre époque, y compris en termes de diffusion. Oui, bien sûr, le marché n'était pas le même. Sur le premier numéro de L'amour secret du président, on a fait 610 000 exemplaires, ce qui est quasiment le double de la diffusion moyenne du journal, oui. À ce moment-là, en tous les cas, qui était une période basse de janvier. Et on a fait plus 58% sur les 4 numéros qui ont suivi, puisqu'on a suivi l'histoire et on continue d'ailleurs à la suivre, notamment dans. Et en termes d'exemplaires vendus, l'affaire Gaillet-Hollande, si on cumule effectivement les 4 numéros, ça fait... on est au-delà du million, bien sûr? Oui, on est au-delà du million. Alors, j'ai pas fait le calcul, mais on doit être, oui, autour je pense, 2 millions d'exemplaires, facilement, oui. Alors, je reviens effectivement à la problématique. Est-ce que le regard sur la classe politique et sa vie privée a changé en termes généraux? J'ai vu que Le Monde a fait différents papiers là-dessus. Oui. Il y a eu un débat au Monde assez houleux en interne d'ailleurs, longuement débattu. La presse dite sérieuse, finalement, a franchi cette ligne jaune qu'elle s'interdisait jusqu'ici. Oui, je pense que... il y a déjà une ligne jaune qui avait quand même été franchie sur l'affaire DSK. Le Monde avait fait aussi des papiers sur Ségolène Royal, sur la séparation. Il y a eu une vraie ligne jaune sur l'affaire DSK. Moi, j'ai en souvenir des papiers, des news magazines qui allaient beaucoup plus loin sur cette histoire. Y compris à l'Express, bien sûr. Oui, y compris à l'Express, beaucoup plus loin sur cette histoire que n'a pu le faire la presse People. Je me rappelle d'un papier du Point où il était décrit par le détail un rapport sexuel de domination de DSK, avec des détails très crus. La presse People n'est jamais allée sur ce terrain-là. Vous l'auriez pas fait, ça? Vous l'auriez fait si vous aviez... Non, je pense qu'on ne serait pas allé sur... Ah bon? Non, parce que c'était aussi des comptes rendus de PV d'instruction. Et il y a un côté quand même très cru qui était de l'ordre du détail sexuel. Ça, c'est bizarre que vous disiez que c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, quand même, non? Non, parce vous seriez allé jusque-là, quand même, non? Ah, je pense pas. Sur des détails d'ordre sexuel... Ah oui, non? Non, vous avez des... Oui, vraiment. Je pense... ça fait toujours sourire quand on dit qu'on a des règles et des limites et une déontologie. Non, je dis pas ça non plus, mais je pensais que sur ce terrain-là, vous étiez capable d'aller assez loin, finalement. Non, parce qu'on est vraiment dans l'intimité de la vie privée. Et sur ce terrain-là, on aurait pu y aller, on n'y est pas allé sur l'affaire DSK. Donc je pense que les limites, elles ont vraiment été franchies, elles n'ont pas été franchies par nous sur cette histoire-là. Et le coup, pour en revenir au coup Gaillet-Hollande, il a bénéficié à toute la presse. Presstalis, qui est l'organisme de diffusion, a sorti ces chiffres en disant qu'il y avait eu 32 unes de magazines, toute famille de presse sur l'affaire en question. Sur l'affaire en question. Donc des magazines ont avancé leurs ventes, ont surtiré, on en a tous bénéficié et c'est tant mieux. Voilà, maintenant, moi, ce qui m'a un peu...
ce qui est un peu valeur d'enseignement de ma fenêtre à moi sur cette histoire, c'est la différence de traitement entre la presse française et la presse anglo-saxonne. C'est-à-dire que quand on a sorti cette histoire, on a diffusé une première news très factuelle sur le site internet à 23h. Et sur Twitter, il y a eu un espèce de flottement de la presse française où ils ne savaient pas trop comment traiter l'info. Il y a des chaînes qui d'ordinaire sont extrêmement alertes sur les coups de fil qu'ils peuvent vous donner, sur les interviews qu'ils peuvent demander. Type BFM TV et autres, c'est voilà. ça, oui. On sentait qu'il y avait quelque chose... Une retenue, en tout cas. Une retenue et quelque chose dont on ne savait pas quoi faire. Et chacun a retenu son souffle avant de se plonger. Voilà, il y a eu le communiqué de François Hollande déjà qui ne démentait pas, donc qui a un peu libéré tout le monde. Mais il y a eu une vraie période de flottement et des interrogations. Est-ce que c'est de la vie privée? Est-ce que c'est de l'information? C'est quand même la presse people. Est-ce qu'on reprend cette info? Et à partir du moment où les États-Unis se sont réveillés à 15h, les États-Unis ne se sont pas posé toutes ces questions. Pour eux, c'était de l'information. Il fallait y aller. On a eu des alertes CNN. C'est intéressant. C'est vrai que le signal est venu d'outre-Atlantique. C'est que la presse française a commencé à embrayer dès lors que les anglo-saxons s'intéressaient à l'affaire en question. Il y a eu une vraie libération autour de cette histoire. Et il y a eu le gros traitement est arrivé de l'étranger et la presse française ensuite a suivi. Et ça s'est vraiment emballé effectivement l'après-midi et le soir du 10 janvier, qui est la date de sortie du magazine. Mais vous-même, quand vous êtes seul dans votre bureau, le jour même où vous appuyez sur le bouton, qu'est-ce qui fait qu'on appuie ou non sur le bouton? À un moment, on se pose la question. On est face à une très lourde responsabilité. C'est quand même le président de la République. Oui, mais d'abord, on n'est pas seul. Il y a déjà, avant de se mettre sur cette histoire, il y a une discussion avec l'éditeur de Closer où on se dit, voilà, il y a cette histoire, on va quand même essayer d'aller vérifier. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça mérite qu'on y aille? Et est-ce que si on y va, on sort cette histoire? Mon éditeur me dit, OK, on va travailler dessus. Partant du principe qu'on n'a pas l'intérêt, enfin, on n'a pas l'ambition de passer 3 mois non plus dessus. Les photos arrivent rapidement. Évidemment, on demande un go à la direction du groupe, mais les questions, j'allais dire qu'on se les pose presque avant de prendre le risque de perdre du temps et de l'argent aussi sur cette histoire en travaillant, parce que rien ne disait aussi qu'on allait avoir ces photos et que cette histoire allait. Et une fois que l'affaire est, vous avez le papier, les photos et tout le reste, là, la décision est prise très vite. La décision est prise très rapidement. La décision est prise effectivement en 2 jours. C'est-à-dire qu'on a ces photos-là, on sait qu'on n'aura pas mieux de toute façon. On a la certitude de l'histoire, on a la certitude de Sébastien Valliéla qui a fait ces images. Voilà, on sait qu'elle existe et on ne se pose pas une seconde à la rédaction la question de se dire est-ce qu'on va le garder pour nous ou pas. On demande effectivement l'autorisation du groupe qui nous le donne assez rapidement. Et la décision, elle est prise sur des ressorts essentiellement éditoriaux ou purement économiques, ou les deux à la fois? Parce qu'effectivement, dans un marché en crise comme celui-ci, comme le nôtre d'ailleurs, ça a une valeur marchande, une information comme celle-là. Bien sûr. De toute façon, l'enseignement aussi de cette histoire, c'est de par les chiffres de vente qu'on a eus, c'est que quand on fait notre job, c'est-à-dire quand on sort des exclusivités, voilà, on est récompensé quand on a les photos qu'il faut, quand on a l'histoire qu'il faut. On est forcément récompensé. Donc, il y a déjà effectivement une question éditoriale. Est-ce qu'on va sur ce type d'histoire? Est-ce qu'on va sur cette histoire qui touche effectivement au sommet d'État? Et la décision, elle est prise après au niveau du groupe. On fait notre job, on sort l'histoire, on a les photos, et le groupe décide de nous donner un go ou pas. Et il le dit vite, parce que c'est aussi un groupe qui a une culture de presse, qui a Panorama, qui considère un groupe italien qui considère que quand on a des exclus, il faut les sortir. Alors l'un des enseignements aussi de cette histoire-là, c'est que la vie privée des hommes politiques fait vendre du papier, ça on l'a bien vu. Vous sortez vendredi là une couverture avec Ségolène Royal, si je ne me trompe pas. Ça procède visiblement d'une ligne éditoriale que vous avez renforcée ou pas? De la vie politique des hommes privés, mise en une comme ça régulièrement. À partir du moment où on a des infos exclues, ce qui est le cas sur ce numéro. Ségolène, c'est quoi? C'est une enquête, c'est des trucs, Ségolène, c'est une enquête, c'est son retour auprès de François Hollande, c'est la façon dont des dîners de famille recommencent à se faire avec les enfants. C'est la régularité avec laquelle ils se parlent. Donc on a quelques détails comme ça qui font qu'effectivement ça devient la suite d'une histoire que les Français suivent depuis maintenant 2007-2008. Et c'est une formidable revanche pour cette femme. C'est une histoire féminine, c'est une histoire identifiante. La presse People, c'est aussi une presse, une presse lue par des femmes. Donc on va pas sur un terrain... que seulement, vous me disiez effectivement que vous avez de nouveaux lecteurs, que votre couverture vous a amené un lectorat un peu différent. Edouard Canal l'a dit sur Canal+, il n'y a pas très longtemps, il dit que pour la première fois il avait acheté Closer. On a drainé avec cette histoire des gens qui étaient soit des lecteurs occasionnels, soit des gens qui n'avaient jamais acheté le magazine et qui sont venus, qui l'ont découvert et qui ont aussi salué le fait qu'on sortait cette histoire.
on fait très attention aussi à rester sur un terrain qui est le nôtre. On ne devient pas un magazine politique, on a zéro crédibilité, c'est pas notre ambition, on reste un magazine people. Mais quand on a des histoires identifiantes, type Ségolène qui fait un retour formidable après le départ de celle qui a quand même brisé son couple, évidemment qu'on va le traiter. Mais c'est vrai qu'il y a un nouveau lectorat qui est venu autour de cette histoire et il y a... moi, j'ai aussi été frappée par l'avalanche de mails, de courriers, de soutien qu'on a reçus. Alors, il y a aussi des gens qui n'ont pas apprécié, hein, évidemment, mais de soutien de gens qui nous ont dit c'est vraiment bien d'avoir sorti cette histoire parce qu'effectivement, on en entendait parler, ça ressemblait à une conversation entre journalistes d'initiés. Enfin, je fais référence notamment au plateau du Grand Journal, où les spectateurs pouvaient se sentir un peu exclus de la conversation entre De Caunes et Guillon. Mais... Et vous, au moins, vous y êtes allé. Voilà, quoi qu'on entende sur la presse people, vous, au moins, vous y êtes allé. Et il y a ce qu'il y avait eu un peu au moment de l'affaire de DSK, c'est-à-dire ce sentiment que les journalistes parisiens, en tous les cas, gardent un certain nombre d'infos pour eux. Ce qui était en vérité, à propos de l'affaire Gaillet, une évidence, puisque chacun savait ça, dans nos milieux en tout cas, depuis plus d'1 an. Oui, et puis de toute façon, l'histoire aussi courait sous forme de rumeurs, certes, mais sur Internet. Donc, et ça, les lecteurs vous le reprochent. Oui, mais on a le sentiment que tout se passe et que finalement, très peu de leçons sont prises. Au moment de l'affaire de Mazarine, il y a eu un gigantesque mea culpa où on disait, mais effectivement, on le savait, on aurait dû le dire. Au moment de l'affaire de DSK, il y a eu aussi un mea culpa, on le savait, on aurait dû le dire, tirer des sonnettes d'alarme, en parler, etc. Et puis on se rend compte que 2 ans après, il se produit après la même chose et rien ne change. Ah oui, à la différence qu'effectivement, les journalistes, effectivement, maintenant, ils sont allés de bon cœur, toute la presse en tout cas. Oui, une fois que Closer y est allé. Une fois que les digues ont sauté. Une fois que les digues ont sauté, que les premières digues ont sauté, effectivement, tout le monde y va allègrement. Mais c'est quand même c'est une énorme histoire qui va évidemment bien au-delà du people. Plein de gens m'ont dit beaucoup mieux que moi. Et puis c'est aussi une histoire qui passionne les Français et puis qui fait vendre. Je pense que les uns et les autres aussi, il ne faut pas se cacher. On fait des livres pour qu'ils soient lus et on fait des magazines pour qu'ils soient vendus aussi. Alors, s'est tenue à Metz une exposition sur les paparazzis qui a fait grand bruit, qui a été critiquée par Apathy, Jean-Michel Apathy sur le plateau du Grand Journal. Avec quelques arguments dont on va débattre. Mais la question tout simple, c'est un art, le métier de photographe, tel que cela en tout cas. Je ne sais pas si c'est un art, mais en tous les cas, ça mérite d'entrer dans un musée parce que c'est des photos historiques. C'est très large, la photo de paparazzi. Moi, je pense qu'une photo de... Rien n'est aussi vrai qu'une photo de paparazzi, c'est-à-dire qu'une photo prise sur le vif. Rien ne sera jamais aussi vrai que cette photo-là, plutôt qu'une photo qui est dans la maîtrise de la communication avec un attaché de presse, un coiffeur, un maquilleur. Parce qu'elle dit autre chose et qu'elle apporte un surplus d'informations qu'une photo posée ne donnerait pas. Elle est dans la vérité vraie. Et puis c'est tellement large, la photo de paparazzi. Le photographe qui a pris les photos pendant la guerre du Vietnam de la jeune femme qui court et qui est brûlée, c'est un photographe qui a photographié Paris Hilton en larmes. C'est aussi une photo de paparazzi. En 58, quand les avions survolent la propriété du général de Gaulle et qui lèvent les bras au ciel pour saluer les avions français avant son retour au pouvoir, c'est une photo de paparazzi avec un photographe qui est caché, comme le dit Jean-Michel Apathy, qui est quelqu'un qui planque, qui est quelqu'un qui est caché, et cette photo, elle devient une photo historique. Donc c'est pas aussi simple, le discours il n'est pas aussi manichéen. Tous les grands photographes, il y a des grands photographes comme Vigée dans les années 50 qui ont accompagné la police, qui ont fait, dont les photos aujourd'hui ont valeur d'histoire. Tous les grands, enfin beaucoup de grands photographes vous diront que la photo vraie, elle est dans la photo paparazzi. Et on en parlait en antenne, la plus belle photo de Diana qui a été faite, c'est la fameuse photo volée également, entre guillemets, Diana sur le fameux ponton. Absolument. Et c'est une photo magnifique. La photo de Jackie Kennedy aux nazis nue sur l'île de Scorpio, c'est une photo aujourd'hui qui est entrée dans l'histoire. Voilà, c'est une photo de paparazzi. La photo de l'attentat de Dallas avec Jackie qui est sur la voiture et qui essaie de récupérer un bout de cervelle de JFK, c'est une photo de paparazzi. Donc voilà, il faut avoir des termes un peu plus mesurés quand on en parle. Et qu'est-ce qui fait qu'on publie ou non une photo? Qu'est-ce qui vous retient, vous, dans les photos? Vous devez en recevoir quand même des dizaines par semaine. Oui, de plus en plus, oui. Il y a un argument, quelque chose qui peut vous empêcher, vous interdire de la publier. Encore, la ligne jaune, où est-ce qu'elle se situe dans ce cas-là? La ligne jaune, elle est déjà en termes d'image sur le côté dégradant de l'image. Oui. Il y a des photos qu'on s'interdit de passer ou des photos qu'on écarte des choix parce qu'on considère que les photos sont dégradantes et qu'elles ne sont pas dans la ligne éditoriale du magazine.
je vous coupe, pardonnez-moi, à propos de la Diana, les fameuses photos qui ont été prises sous le pont le tunnel de l'Alma, certaines d'entre elles, dit-on, étaient totalement impubliables, c'est vrai? Vous avez vu des choses à l'époque, vous, concernant cet Moi, accident? j'étais un peu jeune dans le métier en people. On donc, a dit qu'effectivement, là-dessus, la presse a fait attention de ne pas abîmer à la fois l'icône, l'image de la princesse disparue. Oui, et puis, oui. On fait attention à ça, en tout cas. Bien sûr, il y a des photos qui ont... Parce que ça faisait partie de photos, c'était des photos dégradantes, qu'il y a eu autour de Diana. Et c'est marrant qu'on en reparle parce que Jean-Michel Apathy, justement, dans sa chronique sur les paparazzis, raconte que Diana est morte de la chasse des paparazzis. C'est juste aberrant de raconter ça 15 ans plus tard. On oublie l'enquête, effectivement, à l'époque. On oublie l'enquête qui a eu lieu des deux côtés de la Manche. Il y a eu un non-lieu pour absolument tous les photographes qui, à l'époque, étaient montrés du doigt dans les journaux de TF1, particulièrement. Donc c'est hallucinant de dire quelque chose pareil aujourd'hui, 15 ans après les faits. Mais effectivement, il y a des photos de Diana qui ne sont pas sorties, qui ne sortiront jamais. Et vous-même, donc, vous avez dans votre tueur de coffre, s'il en est. On n'a pas de coffre. Comme un Paris Match, un trésor comme ça de photos non publiables ou non publiées. Non, ou qui seront publiées le cas échéant. Non, parce qu'il n'y a pas de photos qu'on garde comme ça dans un endroit en disant ça va nous servir. Ce qu'a fait un match très longtemps. Hein. Oui, parce que Roger Théron faisait ça à l'époque, en tout cas. Match est dans une autre culture. Match était un journal qui a un historique que Closer n'a pas. Donc, il n'y a pas de photos qu'on garde, il y a des photos qu'on rejette parce qu'elles ne correspondent pas effectivement à la ligne éditoriale du magazine. Voilà, ça c'est sur les images. Après, sur les histoires, la règle, c'est que les proches soient au courant. Voilà, qu'on n'ait pas la ligne proche des proches, en tous les cas, soit au courant, qu'on n'apprenne pas des choses à l'entourage immédiat. En tous les cas. Dernière question, le pôle Internet sur ce marché-là, il est forcément très prégnant. Est-ce que vous avez les mêmes craintes que nous, ici, que la version papier de Closer disparaisse un jour au profit du net, sachant qu'aujourd'hui, sur Internet, on voit tout? Il est facile, chacun d'entre nous est un paparazzi en puissance, on est d'accord? Oui. Après, il y a des photos qui valent plus cher que d'autres et qu'aujourd'hui, les sites Internet n'achètent pas, alors que les magazines sont encore en état de les acheter. Sur l'histoire Hollande-Gaillet, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on est typiquement dans le cas d'une histoire qui est d'abord déclinée sur le net, mais sous forme d'infos brutes. Où elle fait le buzz parce que sur les vous réseaux craignez à sociaux. l'époque que l'information sorte très vite aussi. Hein. C'était pas un choix, je dirais, délibéré éditorial. Il y avait des fuites de il fallait aller vite aussi. Il fallait aller vite parce qu'effectivement, l'existence de ces photos fuitait et qu'on était inondé de SMS, on demandait si on avait les photos et qu'effectivement on démentait. Mais le bruit courait Paris, je ne sais pas comment c'est sorti, mais le bruit courait Paris. Donc il fallait aller vite. Mais en tous les cas, pour voir les photos, il fallait acheter le magazine. Il fallait acheter le support papier et aucun site internet ne montrait ces images parce qu'aussi c'est des images qui sont susceptibles de procès et que les sites internet aujourd'hui ne veulent pas courir de procès. Donc cette histoire, elle a montré aussi que le papier, il avait un vrai ressort de diffusion. Maintenant, il faut effectivement articuler entre le site internet de Closer qui est en pleine ascension. Vous avez combien de pages vues On est à 1,5 million, on a été à 2,5 millions sur cette histoire, sur l'affaire. Donc il faut, quand on a une info comme ça qui se doublonne de info-photo, il faut arriver à le distiller sur Twitter, sur le site internet, sur le magazine, et puis après continuer aussi à faire vivre l'info sur le site internet pendant une semaine en attendant l'apparition de Closer. C'est une gymnastique qu'on apprend tous, mais qui fait qu'aujourd'hui on arrive quand même... en tous les cas, l'enjeu, il est de naviguer d'un média à un autre pour servir aujourd'hui une marque qui n'est pas résumée qu'à un magazine papier. Donc c'est le relais de croissance de demain, néanmoins, forcément, je dirais. C'est l'articulation, oui, c'est le relais de croissance. Mais quand on se compare aux grandes années de Closer, 2007-2008, qui sont un peu les grandes années aussi de la presse papier, on a aujourd'hui, en termes d'audience, on n'a jamais été aussi fort, y compris dans ces années-là. Parce qu'on a une appli mobile qui fait 4 millions de téléchargements, un site internet qui est très fort, et un print qui reste aujourd'hui le premier magazine People et le premier magazine sur les femmes de moins de 50 ans. Donc, il faut aujourd'hui envisager Closer en termes de marque et non plus qu'en termes de magazine papier. C'est un virage que les uns et les autres, on doit prendre. Et dernière question, vous avez peut-être un peu pris de court par le succès de l'affaire Gaye-Hollande, parce que je me souviens qu'à l'époque, moi, on allait sur les champs ou ailleurs, il n'y avait plus un magazine à midi, ce qui est quand même aberrant quand on dirige un journal comme le vôtre, sachant quand même que l'impact était énorme. C'est un peu dépassé par l'ampleur de la... Vous avez sous-estimé quand même Il est parti très vite, voilà. On a réimprimé très rapidement, donc on n'a pas manqué de papier. Non, je pense qu'on avait mis les moyens qu'il fallait.
Je pense qu'il y a eu, on n'a pas manqué non plus de closers partout. Il y a effectivement certains endroits parisiens, Ouais. banlieues parisiennes, Ouais. qui ont manqué de papier, mais on en avait aussi en province. Donc voilà, on a rééquilibré très vite. C'est assez formidable de voir qu'un journal effectivement s'arrête, enfin est en manque à midi et qu'il atteint déjà à midi 10 € sur le Bon Coin et 200 € le soir même. On crée un manque, mais les gens sont revenus en kiosque, voilà, parce qu'il y avait un côté collecteur autour de ce Oui, bien sûr. magazine. Donc oui, on a vécu quelque chose un peu exceptionnel. Merci Laurence Péau. Merci à vous. Merci, au revoir.